Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc et avec Guillaume Martin du studio Swing Swing Submarine et nous allons bien sûr parler de Blocks That Matter qui est sorti en 2011 mais également des prochains projets de Swing Swing. Bienvenue dans Extra Life. On commence direct avec un petit remerciement quand même, on ne le fait pas systématiquement, mais c'est la galerie AOJ qui nous fournit tous les tableaux là magnifiques qu'on a tout autour de nous. Donc merci beaucoup à eux puisque ça permet d'habiller le plateau et puis vraiment c'est assez impressionnant. Joli comme moi je me sens quand même immergé dans cette vague d'eau qui va déferler sur moi. Moi je me sens pas à l'aise. Tu te sens pas à l'aise? Ouais, les tsunamis j'aime pas. Moi ça me fait peur. Moi ça me rappelle From Dusk. Ah oui, c'est vrai un petit peu. Ouais. Et du coup on est presque en plein dans le sujet. Là. Un petit peu ouais. From Dusk, bon c'était quand même une prod Ubisoft, donc c'était un gros studio derrière. On s'approche du sujet là. On va resituer. Guillaume, tu es programmeur et cofondateur également pour Swing Swing Submarine, qui est un petit studio qui au départ était composé de 2 personnes et aujourd'hui comprend 4 personnes. Voilà, si je dis ça, pas de on a bêtises. grossi. Enfin, j'ai grossi physiquement et puis on a grossi aussi. Et donc au début, vous êtes venu un petit peu dans le jeu vidéo, donc je crois via une école de développement. Alors William, lui, le premier larron, avait fait une école qui s'appelle Supinfo Game. Tout à fait. Donc, qui est dans le nord, vers Valenciennes, je crois. Mmh. Et moi, j'ai fait une école informatique généraliste. J'étais pas prémédité à faire du jeu vidéo. Enfin, j'aimais bien ça. Et je programmais à côté pour faire des jeux, mais c'était pas mon but à la base. Ok. Alors c'est marrant, vous êtes t'es un habitué un petit peu maintenant. Je pense qu'on a des dossiers, ouais. Vous êtes intervenu dans plusieurs émissions. Et je crois que la première fois où on s'était rencontrés, c'était à l'Isard Digital. À Isard Digital, il ne faut pas mettre le L apostrophe. Et donc c'était à l'occasion de la Global Game Jam, donc ça remonte à quelques années. Et là tu participais avec William à ce concours, donc faire un jeu en 48 heures. Et vous avez fait un petit jeu qui était vachement sympa. Qui s'appelait Banana Disco, je crois. Il fallait draguer des mecs en boîte de nuit, enfin des trucs en boîte de nuit, on ne savait pas trop quoi. Et puis à la fin on découvrait ce que c'était. C'était sur le thème de l'amour, je sais plus quoi, la Deception, je crois. Ouais, c'est comme ça. Donc ouais, c'était à l'époque organisé par Isart et Olivier Lejade de Make and Sleep. Et c'est Olivier donc justement Olivier Lejade qui est connu pour Soul Bubbles sur DS, qui était vachement sympa. Maintenant qui est passé un petit peu à autre chose. Donc ils ont essayé de faire du mobile qui a plus ou moins bien marché parce que c'est assez compliqué le marché mobile quand même. Puis il a essayé de faire des trucs en réalité augmentée. Enfin, c'était géolocalisé, donc il fallait courir avec son iPhone dans la rue. Voilà. Tous les gamers ne courent pas. Et sur la dernière Global Game Jam, donc toujours à Isard Digital, c'est vous, donc c'est toi et William qui supervisiez un petit peu tous les petits jeunes qui devaient faire leur jeu en 48 heures. C'est marrant. Donc on a pris la main d'Olivier. Olivier nous a demandé en 2011 si on pouvait, l'année d'après en 2012, en 2013 je sais plus, cette année-là. Ouais, c'est en 2013 du coup. Ouais. On est en 2013. On est en 2013. Et du coup, super. Du coup, on a accepté avec plaisir parce que ça nous intéressait aussi de voir l'envers de l'organisation parce que Isart fait un gros travail d'organisation chaque année pour réunir une centaine de personnes pendant 48 heures qui sont splittées en équipes pour faire des petits jeux. À travers le monde, une nouvelle fois. Donc on parle de Isart Digital, mais le concours a lieu dans plein d'autres écoles. C'est pas vraiment un concours en fait, c'est juste un événement. Juste pour la gloire. Il n'y a pas de prix à gagner, il n'y a pas d'argent en jeu. C'est vraiment un truc très. Donc William avait participé à la première Global Game Jam qui a eu lieu en 2007 ou 2008, où ils étaient 10-15 personnes à Make and Sleep, c'était pas encore à Isart Digital. Et c'est là qu'il a découvert qu'on pouvait faire des jeux autrement, puisqu'on était à l'époque à Ubisoft dans des grosses équipes, et il a découvert qu'il existait d'autres manières de développer à 2-3 personnes. Et c'est à partir de là que Swing Swing Submarine, on s'est dit pourquoi pas nous, quoi. Essayons de se mettre tous les deux dans un salon et de faire des jeux. Donc on a fait Super Taotros, qui était un premier expériment, donc on était venu vous le présenter pour un temps perdu. Ouais. Et un mélange de Mario et de Tetris qu'on avait fait en une semaine sur du temps de travail, donc en 48 heures environ. Donc le format Global Game Jam, de Game Jam. Et du coup, c'est ce qui nous a pas mal lancé, parce qu'on s'est fait connaître à travers ça, et pendant ce temps, on faisait Seasons After Fall, un prototype de renard qui change les saisons, un puzzle platformer. Donc les jams, c'est vraiment important pour... ça a été quand même un des projets, des premiers projets qui sont sortis de Swing Swing Submarine, c'était une sorte de jam. Ouais, c'était un déclencheur un petit peu. Voilà,
Ça nous prouvait à nous-mêmes qu'on arrivait à faire des trucs, parce que souvent quand on est dans des grosses boîtes, parfois les projets sont killés. Donc il arrive qu'on passe plusieurs années à ne pas sortir de jeu. C'est un peu frustrant. Ouais, c'est très frustrant. Et quand on peut faire un jeu en une semaine, enfin, c'est pas non plus le Call of Duty ou le Uncharted 2 du jeu indé, mais c'est une expérience qui est marrante, quoi. Ouais. Et en plus, on a eu la chance de passer sur No Life. On avait fait une soirée, je crois, on avait pas mal squatté le temps perdu, le 101%, et sur la Global Game Jam. On avait on a allumé la télé le soir, on avait vu 3 reportages des relous qui squattent les caméras entièrement. Donc ça fait partie des bons souvenirs de Swing Swing. Ouais. Le jour où Swing Swing s'arrêtera, on aura, grâce à No Life, on aura des souvenirs des images encore qui restent super forts. accessibles. Des gros sur dossiers. Voilà. Pour 3 € par mois. Voire 5, parce que nous, ça fait longtemps, il faut la formule. Exact. Et donc, là, un jeu qui a vraiment explosé, c'est Blocks That Matter. C'est votre premier on va dire, jeu commercial. Jeu commercial. Donc, il a été développé sur Xena. On va parler un petit peu du Xena. Et donc, vous aviez gagné un concours en 2011. Donc, le concours Dream Will Play, qui est un concours qui identifie en fait un certain nombre de projets Xena. Et donc, en fonction de là, il y a un jury. Et ensuite, le jury vote pour le meilleur jeu présenté. Et à la clé, il y a 40 000 $. Et vous aviez gagné le premier prix. Donc, on n'y croyait pas. Sachant qu'en 2009, c'était Dust, A Nilsen Tale qui avait gagné. Et en 2010, c'était Lumi, donc un autre projet français. Lyonnais. Ouais. Donc, ils n'existent plus depuis, mais bon, ils ont fait des très bons jeux. Ils ont fait Soul aussi. Un petit jeu aussi. Ouais, du coup, on a été c'était une bénédiction ce jeu parce qu'on l'a fait en revenant de vacances en janvier. On a reçu, comme on était une société qui existait déjà, parce qu'on l'a créée dès le début presque. C'était peut-être une erreur, on est débutant en gestion. On a reçu des cotisations de fous à payer. On s'est dit, là, on est une boîte en fait, et une boîte c'est fait pour faire de l'argent. Donc les jeux gratuits c'est cool, les jeux qui prennent longtemps à faire c'est moins cool, et si on faisait un jeu en pas longtemps, et c'est de là qu'est né Blocks That Matter, qui était une suite spirituelle de Super Mario Bros, le jeu Flash qui mélangeait Mario et Tetris. Donc il y a toujours ce fil rouge de Jam, ce projet de Jam là, qui a évolué, qui est devenu Blocks That Matter. Ce jeu après on l'a fait en 4 mois pour la Xbox, donc de janvier il est sorti mi-mai. Ouais. Donc à l'époque, on a dû annoncer qu'il sortait fin mars, mais bon, à chaque fois, c'est normal, on a l'habitude avec les Anglais, il y a toujours des petits décalages, d'ailleurs même avec maintenant, on n'annonce plus les dates. Et déjà, les 40 000 $ du Dream Will Play étaient les bienvenus pour payer ces fameuses factures. Et sur console, il a plutôt bien marché pour un jeu XBLI, parce que c'était dans la section XBLI de la Xbox. C'est ce que moi j'ai fait Xena, c'est la rubrique jeux indépendants en fait sur Xbox 360, donc de jeux téléchargeables. Ouais. Voilà. Donc là, il a eu son petit succès, on va dire, d'estime et de presse. Ça nous a permis d'avoir de la bonne presse, des reviews positives. Et aujourd'hui, on totalise entre 8 000 et 10 000 unités sur Xbox en 2 ans d'exploitation. C'est pas énorme, mais c'est... Et puis surtout, ce qui n'a rien à voir, parce que vous avez été greenlighté par la suite... Non, après, nous, le greenlight n'existait pas encore à l'époque. Ah ouais, donc vous êtes passé directement... Steam, du fait qu'on avait sorti ce jeu sur Xbox, on avait des reviews positives, on avait des chiffres de vente qui étaient plutôt bons pour la plateforme sur laquelle on était. Donc à l'époque, Valve, il demandait de remplir un formulaire, un point doc, tout simplement, où on mettait le titre du jeu, le prix, les reviews qu'on a eu, si on en a eu, le prix estimé de vente sur Steam, ce qu'on compte faire sur Steam. Donc nous, on comptait mettre l'éditeur de niveau dans le jeu PC. Et là, on avait une réponse, oui ou non, vous êtes accepté sur Steam. Donc on a eu la chance, encore avec ce jeu, d'être accepté assez rapidement. Parce que le jeu est sorti en juin 2011 sur PC. Ouais, donc on a fait un portage puisqu'on a revu l'éditeur de niveau, on a revu les contrôles, faire en sorte que ça marche sur tous les PC, avec les claviers, les manettes, n'importe quelle sorte de manette. Et donc c'était un peu de travail, mais on a eu la réponse de Valve quand même assez rapidement. On était un peu fébrile, parce qu'à l'époque c'était soit oui, soit non, mais sans raison. Ils invoquent pas de raison, pourquoi, comment. Maintenant il y a Greenlight, c'est un nouveau système, on pourra y revenir, je pense, dans cette émission. Mais nous, à l'époque, si c'était non pour Valve, c'était non à tout jamais, quoi. Donc c'était un peu stressant. Quand on a un mail de Valve dans sa boîte à lettres, qu'on l'ouvre. Ouais, t'es pas bien. On n'est pas très bien. C'est comme aux Oscars quand on ouvre l'enveloppe. Ouais. Et donc du coup, ça cartonnait. Donc au final, le jeu s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Donc évidemment, il y a un gros pourcentage donc, sur Steam.
Et donc sur les différentes plateformes de téléchargement PC, mais c'est vraiment Steam a priori qui a le gros. Je pense qu'on peut dire que sans Steam et sa plateforme, aujourd'hui on serait plus là à parler sur No Life. C'est clair, c'est comme ça. Et encore bénédiction de plus avec ce jeu, c'est qu'après la sortie sur Steam, quelques mois après, on a contacté le Humble Bundle. Ouais. Et on a eu la chance de faire partie d'un bundle, donc le Voxatron Debut Bundle, qui était des petits bundles en fait avec des petits jeux. Parce que d'habitude c'est plutôt des jeux à $10 qu'ils proposent. Nous on était à $5 et ils proposaient des petites expérimentations de bundles comme ça avec des petits jeux moins chers. Ça marche vachement bien. Et ça on a dû faire, on a fait 110 000 unités. Après les prix ils sont vachement bas parce que c'est du pay what you want, donc l'utilisateur donne ce qu'il veut. Ouais. Et tu as aussi la possibilité de reverser. En fait, tu choisis le versement de l'argent, tu choisis le développeur, la plateforme sur laquelle tu télécharges les jeux, et également une association donc, qui est liée justement, ça peut être différents trucs. Aussi, Voilà. Donc c'est vraiment un bon principe, quoi. Donc ça a plutôt pas mal marché, ça donne de la visibilité aussi, malgré le fait que le jeu est vendu pas très cher. Après, on voit les courbes Steam qui augmentent après l'event, parce que les gens, ils ont vu qu'il y a eu cet event-là, mais qu'il est fini, ils ne peuvent plus acheter le jeu au prix qu'ils veulent, mais le jeu est à $5, donc ça va. En plus, avec Valve, je pense que les joueurs PC connaissent un peu, il y a pas mal de promos souvent. Donc d'ailleurs, la semaine où est diffusé cet Extra Life, normalement on a 80% de réduction. Ah, ok. La plus forte réduction qu'on ait jamais faite. Donc pour $1, ok. On peut avoir le jeu. Et donc du coup, on va parler un tout petit peu, genre le Blocks That Matter a été lancé sur XNA, donc sur la plateforme de téléchargement de jeux indépendants de la Xbox. Et aujourd'hui, donc on a appris récemment que Microsoft lâchait un petit peu cette plateforme, arrêtait de supporter le framework XNA. Voilà. Et donc du coup, ça reste en l'état et ils updatent plus le système. Donc c'est vraiment la mort programmée du XNA qui a vu naître plein de petites perles. Donc on a eu Blocks That Matter, mais on a aussi les Arcade Series. Donc avec Pixel qui était excellent, avec Jump qui était excellent. On a aussi un jeu comme Hidden in Plain Sight dont on a beaucoup parlé sur No Life qui est juste une petite bombe. Donc c'est des jeux vendus pas cher, développés parfois par une ou deux personnes, vraiment pas beaucoup. Il y a des plus gros jeux comme Bastion qui était XNA aussi. Bastion c'était XNA au début, mais ensuite il est sorti sur XBLA. Non, mais en fait XNA ils permettent aux jeux XNA d'aller sur le XBLA. Avec, ils rajoutent une petite librairie qui ajoute les TRC, ce qu'ils appellent les TRC, les achievements, les choses comme ça. Qui permettent de les implémenter. Donc Bastion, ils ont développé leur jeu avec le framework XNA aussi. Juste pour Dust également, et qui est passé aussi. Dust et Innocent Shadow, pour schématiser, en gros, XBLA, c'est la ligue au-dessus de... Voilà, c'est vraiment la ligue des Big Boys. C'est les vrais, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, pour passer chez XBLA, il faut plus de contrôle qualité. C'est vraiment, ça passe dans les mains de Microsoft. Sur XBLI, ça passe pas par les mains de Microsoft, ça passe par les mains des utilisateurs, des développeurs du XBLI. Donc chacun note les jeux de chacun et dit si oui ou non il est valide techniquement sur la plateforme, donc si le jeu tourne. Après s'il est marrant ou pas, c'est pas grave, c'est aux joueurs de décider, quoi. Mais du coup, effectivement, c'est triste. C'est triste parce que est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a une zone d'expérimentation qui disparaît? Nous, personnellement, on a connu pas mal de développeurs internationaux comme ça. On a connu le mec de Séquence, c'était un jeu de rythme, de fight avec du rythme, ça jouait à la guitare ou un peu n'importe comment, avec des doublages excellents. Celui-là, ce mec-là, on l'a connu grâce à XBLI, du coup, parce qu'on a reviewé son jeu, on lui a parlé, on lui a dit c'est trop bien ton jeu. On a été au Dream Build Play en même temps, il a fini 2 ou 3e. Et du coup, on a lié vraiment des contacts, c'était bien pour lier des contacts avec d'autres développeurs, cette plateforme. Parce que comme chaque développeur devait mettre la main à la pâte pour tester les jeux des autres, ça permettait d'échanger assez aisément. D'accord. Et d'ailleurs, il ressort un jeu dernièrement, il a un Kickstarter en ce moment, ce mec-là, de Séquence. Ça s'appelle Dear Came an Echo. C'est un jeu de contrôle vocal un peu comme ils avaient fait sur un AAA Ubisoft, un Ghost Recon, où tu parles dans le micro pour contrôler tes troupes. Ok, d'accord. De reconnaissance vocale, donc il est en train de le kickstarter. Là, il est presque kickstarté, on verra si ça passe. Je pense qu'il est toujours sur XNA, lui, du coup, parce que le framework est plus supporté par Microsoft, mais il existera toujours. Donc sur PC, il sera toujours possible de sortir des jeux XNA, même s'ils ne seront pas directement disponibles dans le Windows Store de Windows 8, parce qu'il y a encore ils ne tournent pas avec le runtime Windows 8, donc il y a des trucs un peu techniques.
On peut pas mettre dans le store, dans les tuiles Windows 8 ces jeux XNA. Et je crois qu'il y a même des structures en fait qui ont annoncé qu'ils souhaitaient poursuivre l'update du framework XNA de manière à pouvoir intégrer justement Windows 8, etc. Après, il y a Monogame, du coup, qui est un projet open source qui a réimplémenté le framework XNA. Ouais. Et dessous, c'est du natif, c'est du C++, OpenGL, on retrouve des trucs qui tourneront sur Windows 8. Et ces mecs-là, ils ont porté le framework, en fait. Et par exemple, Bastion, il est disponible sur Mac et Linux grâce à ce Monogame. Donc il y a quand même une communauté, XNA, il y a eu je trouvais qu'il y avait un truc avec ce framework, même si Microsoft le poussait pas trop sur sa console. Il y a des mecs qui ont pu faire des... Dernièrement, j'ai dû faire quelques critiques là-dessus, parce que c'était un petit peu la galère en termes de sortie, en termes de jeux. Même, de toute façon, on parlait régulièrement. Mais on parlait régulièrement, et donc c'était l'occasion de jeter un œil à ce qu'ils proposaient. Effectivement, il y avait plein de petits jeux qui avaient l'air intéressants, notamment des petits jeux de massage que j'aurais bien fait pour Showtime, basés sur les vibrations et tout, tu vois. Donc c'est dommage. Et puis donc on comptera pas là-dessus pour la Xbox 720. Enfin, on attend les annonces. Il y a de grandes chances déjà la rétrocompatibilité Xbox 360, je suis pas sûr qu'ils la font. Ça a pas l'air d'être à la mode, même pour la PS4. Alors question pour les indés, donc le Blox Matter est sorti sur XNA. Donc sur les jeux indés de la Xbox, il est sorti sur PC également, il est sorti sur Mac. Et pourquoi ne pas l'avoir sorti sur PSN, sur WiiWare? Après, c'est beaucoup plus compliqué. La barre d'entrée est plus haute, parce que PSN à l'époque, maintenant c'est peut-être un peu plus bas, mais PSN il fallait avoir un éditeur ou un kit de développement. XNA, l'avantage c'était qu'on pouvait avoir une console du commerce et développer avec dessus. Ouais. Là, le kit de développement, pour avoir un kit, il faut être certifié Sony, il faut avoir des locaux, il faut avoir une vraie société. Bon, nous c'était le cas, mais après il faut pouvoir payer le kit, parce que normalement c'est pas de la location, c'était assez cher à l'époque. Maintenant ils ont baissé les prix Sony là-dessus, mais Xbox par exemple, les vrais kits XBLA sont assez chers, c'est de l'ordre de 10-20 000 $ le kit. Pour une console qui ressemble à une console normale, mais qui a quelque chose un plus dessus. Puis après il y a tous les accès à leur site pour avoir accès au SDK et autres trucs un peu techniques. Mais du coup, il y a toute une infrastructure après pour aller sur ces plateformes où on doit donner son jeu au QA de Sony, donc la Quality Assurance, la contrôle qualité. Eux, ils testent le jeu. Si le jeu passe pas les certifications, il y a une... C'est renvoyé au développeur qui doit refaire une soumission. Et les soumissions sont payantes. Et si on n'a pas trop d'argent à la base, c'est dur de... Et puis surtout avec derrière, t'as pas la garantie de vendre suffisamment pour t'y retrouver, quoi. Après, il peut y avoir des deals. Il y a des gens indépendants comme Team Meat, déjà, ils sont allés sur Xbox Live Arcade. Ils en ont bavé un peu, ils le disent maintenant, et ils ne veulent plus retourner travailler avec Microsoft. Mais eux, ils ont pu s'auto-éditer déjà. Enfin, c'est Microsoft qui les a édités, mais ils font pas ça souvent. Déjà, souvent, il faut avoir un éditeur. Et un éditeur aussi, c'est encore une couche d'aller-retour. Ah ben non, nous, ça nous plaît pas, on voudrait un poney plutôt qu'un... Donc des choses comme ça, quoi. Donc ça complexifie la chose, et nous, on n'avait pas forcément les reins assez solides pour faire ça à l'époque, quoi. Et donc du coup, maintenant, vous travaillez sur un autre projet qui est une sorte de spin-off de suite spirituelle à Blox Matter qui s'appelle Tetrobot & Co. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire sur quelle plateforme il va sortir? Est-ce qu'il va sortir sur XNA? Alors il ne sortira pas sur XNA parce qu'on n'utilise plus le framework. Nous, on est passé sur Unity, qui est un autre moteur, on va dire, qui utilise aussi le langage C# pour programmer niveau programmeur. Et on compte le sortir sur mobile, donc les tablettes à la pomme et au robot vert. Et sur PC aussi, parce qu'on est très attaché au PC, donc Windows, Mac, Linux. Donc c'est un spin-off, c'est pas tout à fait le même type de gameplay. Resitue le personnage dans l'histoire, c'est-à-dire pour Tetrobot & Co, on va jouer qui exactement? Sachant que Blox Matter c'était un mix entre un jeu de plateforme et un puzzle game. Et alors que là, ce sera purement vraiment du puzzle game tactile. Donc ça joue à la souris ou tactile. Et on a retiré l'aspect plateforme. Donc il y a un peu des plateformes qui bougeront pour les ennemis, mais pas pour nous, forcément. Nous, on a un petit robot qui vole, qui est plus sur pattes, qui est dans les airs, qui est rond, qui est plus carré. Donc ça varie. Et donc du coup, c'est un peu Inception. Il est à l'intérieur du Tetrobot, du robot du 1, en fait. Parce que dans l'histoire, c'est le robot du premier jeu qui a été produit en masse.
Et du coup, on reçoit ces robots produits en masse pour les réparer parce qu'ils ont des problèmes. Donc on est le service après-vente un peu. Et on envoie des petits robots dans ces déjà petits robots, pas très gros, pour les réparer. Donc on doit trouver comment les réparer. Donc c'est un peu des missions à objectif. Avec toujours le système où tu peux récupérer des blocs dans l'environnement, des blocs ensuite que tu peux réutiliser de manière à activer des mécanismes et de manière à jouer un petit peu avec les ennemis, ce genre de choses. Donc il y a toute une mécanique des matériaux. Donc les matières se collent entre elles, par exemple, ce qu'on n'avait pas dans le premier. On avale les blocs un par un et puis on peut les recracher un par un aussi. Ce qu'il n'y avait pas dans le premier. Dans le premier, on obligeait le joueur à les reposer 4 par 4 pour former des tétrominos pour l'aspect Tetris. Un petit côté Tetris. Donc c'était J'ai vu. Donc c'est un spin-off, c'est pas vraiment une suite. C'est dans le même univers, on va dire qu'il y a des blocs encore, il y a des personnages qu'on retrouve. Donc on laissera le soin aux joueurs de retrouver les personnages du premier, parce qu'il y avait un petit scénario. On va pas spoiler tout de suite. Et donc ouais, c'est un spin-off qui est plus puzzle, vraiment orienté puzzle, parce qu'on a eu le malheur de faire des niveaux un peu action dans le premier. Et on recevait parfois des mails de personnes âgées qui jouaient, genre des mails touchants, des personnes de 60-65 ans qui disent « Ouais, j'aime bien votre jeu, j'y joue, mais là je suis bloqué au niveau 5 parce qu'il y a un gros monstre qui me suit, et, il faut courir et sauter en même temps et je sais pas faire. » D'accord. On n'avait pas mis de skip de level, on n'avait pas mis de choses comme ça, donc c'était vraiment hardcore. Il n'y avait pas un Super Luigi qui était là. Voilà, il n'y a pas l'aide, le guide. Mais du coup, en parlant de mails touchants, je suis parti faire un tour sur le blog de Swing Swing Submarine et j'ai vu, vous avez reçu genre il n'y a pas très longtemps un mail d'un jeune, enfin apparemment il se définit comme un jeune qui dit oh ouais salut, j'aime bien ce que vous faites mais j'ai pas d'argent, est-ce que je pourrais avoir votre jeu gratuitement et en échange je vous donne un dragon. Il a dessiné un dragon avec Paint, un dragon tout dégueulasse et il a dit voilà je vous donne un dragon mignon. Et du coup ça William, je voulais lui donner le jeu et William il a dit non on va pas lui donner le jeu, on va lui faire un jeu. Et du coup, on a repris Blocks That Matter, on lui a pris la démo, on a reskiné, donc Géraud a reskiné, donc c'est le graphiste Géraud, parce que maintenant on est 4, je présenterai les autres, et a pris tous les blocs de matière et a mis le même visuel sur tous. Donc c'est jouable, mais il faut deviner quelle matière c'est. Donc c'est la tête de son dragon qu'il a dessiné. C'est super sympa, c'est encore mieux que de recevoir. Donc il a eu un petit hommage, ouais. Mais on ne sait pas si c'est un vrai enfant, voilà, parce qu'il y a plusieurs développeurs qui ont reçu ce même mail, il y a Samsung qui avait reçu ce mail d'un mec qui avait dessiné un dragon aussi pour avoir un Galaxy S3. Il dit ouais j'ai beaucoup de produits Samsung mais j'ai pas de Galaxy S3, je vous dessine un dragon, vous pouvez me donner un Galaxy S3. Puis Samsung avait répondu non parce que si on donne des Samsung S3 à tout le monde, on ne peut pas les vendre. Et puis ça a tellement buzzé en fait ce truc qu'ils lui ont envoyé finalement un Galaxy Samsung S3 avec une coque dragon custom. D'accord, il a réussi à gratter. Donc si jamais vous voulez des trucs, vous envoyez des dragons. Voilà. Sous Paint, ça coûte pas très cher. Est-ce que tu veux me parler un petit peu maintenant brièvement de l'équipe? Donc vous êtes 4, donc qui vous a rejoint exactement? Donc nous on a commencé Tetrobot & Co à 2 avec William, qui est game designer, level designer et homme à tout faire on va dire de Swing Swing. Moi je programme et à Géraud Soulier qui nous a rejoint, donc qui faisait les artworks du premier jeu, donc la cover, les espèces de cinématiques qu'on avait avec les personnages. Donc il nous a rejoint dans un studio, maintenant on a un studio. À Montpellier. À Montpellier. Et il y a Benoît Foultier qui nous a rejoint, qui est un programmeur qui vient d'Ubisoft aussi, comme nous, mais lui il était plus à Ubisoft Pictures où ils font Rayman Origins et Rayman Legends. Donc il a bossé sur les deux, et puis maintenant que c'est fini, il a décidé de partir et de nous rejoindre. C'est cool. Donc la structure grossit, se professionnalise, et en plus voilà. il y a un autre projet derrière, parce que donc Tetrobot & Co est prévu dans 1 mois et demi, 2 mois. Donc bientôt. on prévoit encore 1 mois et demi, 2 mois de développement, et après il faut qu'on parle à Apple, on parle à Steam, parce que on n'est pas sûr d'être validé directement sur Steam, parce qu'il y a un nouveau système de Greenlight qui permet... maintenant en fait, tous les petits développeurs qui n'ont jamais développé un jeu sur Steam, publié un jeu sur Steam, vont dans un système qui s'appelle Greenlight, qui est un système de vote communautaire. Donc on n'achète pas les jeux, et c'est juste on vote pour oui ou non, je voudrais acheter ce jeu quand il sortira sur Steam, mais il n'y a aucune obligation d'achat, c'est juste une indication. Et Valve sort tous les mois 10 jeux de cette liste qui grandit à vitesse grand V. Il doit y avoir 2000 jeux, je crois, soumis depuis août dernier.
Et donc du coup c'est assez dur d'être visible déjà là-dedans. Est-ce que le fait d'avoir déjà sorti un jeu, du coup, ça aide un petit peu? Normalement, dans leurs règles du jeu, si on a déjà publié un jeu, donc nous c'est le cas, on peut passer par l'ancien système. D'accord. Donc leur parler directement. Avec le document. Voilà, ou avec les contacts de mail qu'on a eu du coup, parce que maintenant on a des contacts un peu quand même. Et après, s'ils répondent non, c'est direction Greenlight. Ah d'accord. Okay. Donc il y a un filet de secours qui est Greenlight. Donc il y a encore le stress du mail. Voilà, ouais. Il va y avoir encore la goutte. Mais du coup, là, là, il y a une équipe, tout ça. Vous bossez sur... comment c'est parce qu'il avait été stoppé, d'après ce que j'ai compris. Le développement avait été stoppé fin 2010, une connerie comme ça. Ouais, pour Seasons After Fall, le jeu avec le renard qui change les saisons. Vous en êtes où là-dessus? On en est où? On en est comme Duke Nukem Forever. Oh non, dis pas ça. Là, c'est mort. On va essayer de les battre, dans le bon sens du terme. Et là, du coup, le CNC, c'est un organisme qui d'habitude finance le cinéma. C'est le Centre national de la cinématographie, qui se met à aider le jeu vidéo depuis quelques années. Donc, ils font des commissions régulièrement, tous les 3 mois. Ils ont un budget à l'année. Et ils font des subventions d'aide à la conservation d'IP, donc c'est la propriété intellectuelle. Donc, en soumettant pour ces dossiers-là, on s'engage à garder la propriété intellectuelle de nos jeux. Donc pour que la propriété intellectuelle reste en France et que ce soit un produit français, qu'il ne soit pas édité, qu'on ait encore le pouvoir si on veut faire un autre jeu derrière ou des choses comme ça. Donc on a eu la chance d'obtenir une subvention donc pour le jeu du renard. Et normalement on va le reprendre, donc Benoît et Géraud nous ont rejoints pour ça. Donc ça va reprendre. Il est toujours en cours, ça va sortir. Donc le renard n'est pas encore mort. Très bien. Donc on a hâte d'avoir un peu plus de nouvelles sur celui-là, parce que c'est vrai que c'était un des jeux que tu c'est avais présenté il y a 4 ans. Le jeu avec lequel on avait commencé Sung Sung Submarine et on avait fait Super Tarot Tross entre temps pour se décompresser un peu. Et celui-là on l'avait mis de côté et puis on l'a pas oublié. Donc on a reçu quelques mails aussi. Il y a des gens qui sont assez touchés par l'aspect un peu poétique qui se dégage. Même si c'est des graphismes de toute beauté à l'époque. Je pense qu'il y a des vidéos qui sont encore sur YouTube. Ok. Merci beaucoup d'avoir partagé. Oui, vas-y. Là, oui, à Montpellier, du coup, on a des vrais locaux. On est avec The Game Bakers, qui vous salue d'ailleurs, qui était venu dans Extra Life, qui bosse actuellement sur Combo Crew, et qui vont bientôt... Game Bakers, c'est eux qui avaient fait Squid. Squid, Et donc, on est aussi avec Eric Chailly et son cousin Bruno Gentil, qui bossent sur des projets séparés, et Ulrich qui fait des dessins un peu à la manière de ça, ce qu'on a derrière. Donc on est dans un même local et on essaye d'avancer contre vents et marées. C'est bien, tant que tu profites des émissions pour faire des petits big up à tout le monde. Voilà, je fais du name dropping comme ça. Eric Chailly, c'est pas mal, c'est correct. Donc tout le monde travaille sur ces petits projets et on essaie de s'entraider. Donc il y a pas mal d'autres indés à Montpellier, ça bouge pas mal. Lyon bouge aussi bien. Ça fait plaisir, quoi. On a des petits camarades un peu partout. Très bien. On est bien. Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission et puis de nous avoir fait un petit point sur Swing Swing, sur les différentes plateformes sur lesquelles les développeurs indés peuvent aujourd'hui travailler. Donc même s'il y en a qui disparaissent, il y en a d'autres qui vont sans doute réapparaître. On est très très curieux de voir ce que vont proposer concrètement Sony et Microsoft avec leur prochaine console. Donc je pense que vous suivez ça un petit peu aussi. Et puis peut-être également sur Wii U, donc il y a une ouverture. Je crois que par exemple le moteur que vous utilisez, Unity. Donc ils ont un deal un peu avec Nintendo pour des licences un peu moins chères pour les petits studios. Là on connaît des studios qui vont peut-être profiter de ça, donc on pourra en reparler, mais... Et peut-être que Tetrobot & Co, ça s'y prête vachement avec le gamepad. On peut espérer. On va peut-être parler à Nintendo aussi. Il faut parler à Nintendo. Ils sont sympas. On parle pas trop leur langage, mais on va essayer avec les gestes. Mais en tout cas, c'est prometteur. Enfin, il y a beaucoup de techno maintenant qui permettent quand même de faire des jeux assez beaux. Il y a des Lyonnais, là, par Byte Studio, que vous aviez reçus. Ils utilisent Unity aussi. Ils font des jeux à deux qui sont... Wooden Sensei est assez joli, quoi. Ouais, carrément. Donc c'est prometteur ce genre de techno, je trouve. Merci Guillaume, merci d'avoir participé à cette émission, merci d'avoir fait le chemin jusqu'à Montpellier pour venir dans les locaux de No Life. De Montpellier jusqu'à... Et tout à fait, jusqu'ici, sur Paris, donc pas mal. Et puis voilà, donc on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.